concerne l'esthétique que la défense des droits de l'homme et bien d'autres choses encore. Mais Jean-Baptiste va vous en dire bien davantage. Celui-ci de la parole. Merci beaucoup, Joseph. Effectivement, j'ai le grand plaisir de vous présenter Daniel Salvatore Schiffer et son livre Traité de la mort sublime, qui est édité dans une maison parisienne, encore peu connue, de l'Allemagne. J'imagine que c'est une référence avec l'Alma Mater. Peut-être, oui. Oui, sûrement. C'est une maison d'édition qui existe depuis 7-8 ans, pas plus. Ah, quand même. Ah oui, moi je croyais que c'était beaucoup plus jeune. Alors, vous présenter Daniel, c'est à la fois facile et très compliqué. Facile parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour une admiration que nous connaissons bien. Nous nous sommes rencontrés il y a une bonne dizaine d'années à l'occasion de la parution de la biographie que j'avais faite sur Baudelaire. Exact. Tu étais venu m'interviewer et tu avais fait un grand article dans un journal luxembourgeois auquel tu collabores toujours, qui s'appelle Jeudi, c'est ça? Le Jeudi, oui. Le Jeudi qui est un peu considéré comme Le Monde au Luxembourg. Il est partenaire du journal Le Monde en France, de La Stampa en Italie, de El País en Espagne, du Deutsche Zeitung die Süddeutsche Zeitung en Allemagne. Voilà. Donc parce que tu as une une importante activité de critique, de journaliste dans la presse spécialisée, tu écris aussi pour Mediapart, le Nouvel Ordre, le Point. Dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont égratigné, et plus que je dis égratigné est un euphémisme, Sarkozy, préparé d'acharnement. Et alors, en fait, pour moi, tu es un auteur important pour une raison, je dirais, à la fois évidente et peut-être paradoxale, c'est que tu as un sillon et tu n'arrêtes pas de le creuser. Moi, j'aime beaucoup les auteurs qui s'attarquent, qui s'acharnent en quelque sorte, qui s'obstinent sur un thème donné et qui ne le lâchent jamais. Il ne l'a jamais, pour parler vulgairement, le morceau. Alors, toi, ton sillon principal, c'est le dandysme, sur lequel tu as énormément écrit. Tu as écrit des essais, des dictionnaires qui font autorité, comme on dit. Et loin d'abandonner le sujet, voilà que tu reviens là-dessus avec ce livre qu'on aurait pu intituler Traité de la mort d'Andy. En quelque sorte. Je me demande si c'est pas cela. Pourquoi? Parce que cet essai, il s'agit d'abord et avant tout d'un essai, cet essai est une sorte de, comment dire, de chronique du dandysme. Et je vais lire un essai romanesque, même s'il n'y a strictement aucune fiction dans ce livre. D'ailleurs, tu n'es pas un homme de fiction, tu es un essayiste essentiellement, un philosophe, un esthéticien. Pourquoi? Parce que un certain nombre de personnages, qui ne sont pas des personnages imaginaires, vont et reviennent dans tous tes livres. Et les deux plus importants, c'est Charles Baudelaire et Oscar Wilde, qui sont présents du début à la fin. Et alors ici, à eux s'ajoute, puisque le sous-titre du livre est extrêmement éloquent, c'est L'art de mourir de Socrate, à David Bowie. Je vous avoue que je ne connais pas très bien, comme tout le monde, je sais qui est David Bowie, mais j'avoue que je suis incapable de reconnaître une de ses chansons. Toi, tu parles ici de Darkness, tu tiens un chef-d'œuvre, tu parles d'un tas de titres qui, personnellement, ne me disent absolument rien. Alors, David Bowie est le troisième personnage important qui circule, puisque le livre commence par l'évocation de la mort de Bowie, et je dois savoir qu'est-ce qui fait que Bowie a été le personnage qui est le personnage, au sens romanesque du terme, qui sert au fond de point de démarrage, qui est le premier qui est mis en scène, au sens précis du terme, qui est mis en scène dans ton livre. Pourquoi David Bowie? Alors, d'abord, Darkness, auquel tu as la gentillesse de faire référence, mon cher Jean-Baptiste, et merci pour la belle présentation, et tu as la bienveillance de faire de... J'essaierai de faire mieux la prochaine. De ma modeste personne. Darkness est un poème de Lord Byron. Darkness est un poème de Lord Byron, un de mes préférés de Byron. Qui est aussi un personnage récurrent. Récurrent, oui, puisque je lui ai consacré en 2015 une biographie, publiée chez Gallimard dans la collection Folio Biographie, inédit, et Madame a eu
l'amabilité de le présenter il y a 2-3 ans, je pense, hein, ici même à l'AEB. Nous avons présenté mon Byron, où j'ai aussi publié dans la même collection d'ailleurs Oscar Wilde. Et donc Darkness est un poème de Byron que je mets en relation avec un passage d'un clip vidéo de David Bowie. Alors, entendons-nous, je ne suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un fan absolu de David Bowie. Je ne mélange pas David Bowie, bien sûr, je ne le mets pas sur le même plan que mes musiciens préférés, qui sont Gustav Mahler, Chopin, Brahms, Schumann, etc. Hein, il ne s'agit pas du tout de cela. Mais comme tu l'as dit, le point de départ est ma réflexion sur le dandysme. Si l'on prend Oscar Wilde, le dandysme consiste à faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante. Sauf que David Bowie, bien qu'il ait fait ça, exactement comme a pu le faire Brummel ou Barbey d'Aurevilly ou Baudelaire ou Oscar Wilde, pour citer les grands dandys historiques, ou plus tard des gens comme Jean Cocteau ou Paul Morand, Bowie a fait quelque chose en plus, c'est qu'il a fait de sa mort une œuvre d'art. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas son dernier disque, la question n'est pas là. Moi, j'ai pris simplement un personnage représentatif de notre époque, un petit peu toute proportion gardée, comme Roland Barthes a fait avec ses mythologies. Je prends les mythes contemporains, les mythes modernes, les mythes de mon temps, pour élargir et en faire une philosophie, une sociologie, voire une psychologie ou une psychanalyse de l'époque moderne et contemporaine. Donc je prends la dernière œuvre de David Bowie, parce que cette dernière œuvre, et notamment les clips vidéo qui en sont issus, est une mise en scène de sa mort. Est une mise en scène de sa mort, c'est une espèce de requiem, où il met véritablement en scène son agonie et puis sa mort. Tu veux expliquer donc que l'agonie, donc tu l'as parlé dès le début, donc il est atteint d'un cancer. Voilà. Et en fait, son agonie dure près de 2 ans, si j'ai bien compris. Au début du mois de janvier 2015, c'est ainsi que le livre commence, oui. Il est à New York où il vit, on lui apprend qu'il est atteint d'un cancer du foie, incurable. Il appelle son vieux producteur de toujours, qui est Tony Visconti, au nom prédestiné, qui lui a produit les premiers disques au tout début des années 70, pour ceux qui connaissent des choses comme Ziggy Stardust ou Aladdin Sane. Il appelle Tony Visconti, il dit qu'il lui a une chose importante à lui dire. Nous sommes en janvier 2015. En janvier 2015. Il appelle Tony Visconti, qui habite à Londres, et Tony Visconti arrive à New York, où David Bowie habite, pas loin d'ailleurs de la factory d'Andy Warhol, puisque David Bowie a été un des gens qui ont suivi Warhol à l'époque de la factory à New York. Et il lui montre, il enlève son chapeau, Bowie lui montre son crâne dégarni, ses sourcils brûlés, bref, ce sont des effets de la chimiothérapie. Et lui dit, voilà, je suis atteint d'un cancer, je vais bientôt mourir, les médecins me donnent tout au plus 1 an à vivre. Mais avant de mourir, je voudrais léguer à mes fans, pour employer un mot que je n'aime pas, à mes admirateurs, un dernier cadeau posthume, un dernier disque. Et ce disque va effectivement sortir 1 an après, très exactement, le 8 janvier 2016, à l'époque, c'est-à-dire le jour du 60e anniversaire de David Bowie. Donc il a 69 ans, son disque sort. 69 ans. 69 ans. Son disque sort le jour de ses 69 ans, en 2016, 1 an donc après avoir annoncé sa mort. Il a tout produit, il a fait les textes, il a fait la musique, il a tout composé, il a réalisé ou fait réaliser les clips vidéo, dont un clip vidéo qui s'appelle Lazare, où il met en scène une possible résurrection, et puis la plage titulaire, Black Star, où il est carrément dans l'au-delà, dans un monde parallèle, ce que les philosophes appellent un arrière-monde, pour employer le mot de Leibniz. Et donc, Bowie met véritablement en scène sa mort. Le disque sort le 8 janvier, et le 10 janvier 2016, c'est-à-dire 2 jours après la sortie de son disque, il meurt. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la façon dont il meurt est révélatrice. Il meurt, il est dans un hôpital, donc il se fait interner, il est dans un hôpital, nous sommes le 10 janvier, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il demande probablement, je n'en ai pas la preuve, mais très probablement d'après mes enquêtes, il se fait euthanasier probablement, mais sa femme n'est pas là, son fils et sa fille ne sont pas là, pas de témoins, pas de photos, pas de musique, ce qui est le comble pour un musicien, pas de corps mortuaire, pas de cercueil, rien du tout. Son seul tombeau, c'est son disque. Il se fait donc brûler 1 heure après
être mort, avec comme seul témoin les médecins et les préposés à l'état civil. Ses cendres sont remises à sa femme, qui est censée les disperser sur une île, l'île Moustique, où il avait une maison. C'est une île qui fait partie de Bali. Bref, de Bowie, de sa mort, en tout cas, il n'y a aucun vestige matériel, aucune preuve matérielle. C'est tout à fait évanescent, c'est tout à fait intemporel, intangible, immatériel. Pas de tombeau, pas de tombe, rien du tout. Son seul tombeau, sa seule tombe, c'est sa dernière œuvre, c'est un legs posthume, c'est une œuvre musicale que j'appelle un tombeau musical ou un tombeau métaphysique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quelle est la différence? Donc il s'agit d'une espèce de requiem. Quelle est la différence par... C'est ce que donc tu appelles la mort sublime. C'est-à-dire qu'il sublime sa mort. Il sublime sa mort, bien que souffrant le martyre, bien que se sachant condamné par la science, quelque part il transcende cette mort, il la sublime en faisant une œuvre d'art. Donc comme Wilde, comme Baudelaire et comme les autres, il fait de sa vie une œuvre d'art, de sa personne une œuvre d'art vivante, qui sont les deux critères du dandisme, sauf que lui fait de sa mort une œuvre d'art. Oui, c'est en cela qu'il est le dandy absolu. Et c'est pas du tout la même chose que Mozart. On pourrait dire oui, mais Mozart, Mozart, pas du tout. Mozart ne sait pas qu'il va mourir. C'est une œuvre de commande, son requiem. On la commande. Elle est inachevée. Et ce n'est pas un requiem qu'il a fait pour lui. Il n'est pas conscient, il ne sait pas qu'il va mourir. Et lui fait cette œuvre, conscient qu'il va mourir, et conscient que c'est le dernier cadeau, le dernier présent, le dernier legs qu'il fait à la postérité. Oui, alors je voudrais... donc cette mort que tu décris, et tu en fais état régulièrement dans le livre. C'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur, effectivement, du bouquin, d'où le titre, qui n'est pas un titre usurpé. Alors, je mettrais ça en parallèle avec une autre mort, sur laquelle tu reviens régulièrement. Est-elle celle-là sublime? C'est celle d'Oscar Wilde, qui est totalement à l'opposé. Ah oui. J'aimerais que tu racontes à nos amis ici présents cette mort terrible, terrifiante d'Oscar Wilde à Paris, qui est au fond le contraire de tout ce que tu viens de dire. Exactement. C'est pour ça que je dis que David Bowie est le dandy absolu, parce que contrairement à Brummel, Baudelaire ou Oscar Wilde, eux ratent leur mort. Ils meurent tous dans des conditions épouvantables. Voilà. Brummel meurt à Caen, après s'être exilé et s'être disputé avec le prince de Galles, dont il était le favori, le protégé. Il meurt pratiquement fou, pauvre, misérable. Il est enterré dans le cimetière protestant de Caen. Si vous y allez, vous verrez une petite dalle, pierre tombale, entourée d'orties, de mauvaises herbes. Rien à voir avec le beau et le grand Brummel qu'il a été. Baudelaire meurt aphasique, syphilitique, hémiplégique, dans des circonstances difficiles et tragiques. Oscar Wilde, après avoir été le dandy le plus flamboyant de son temps, en 1895, comme vous savez, il y a un procès où il est accusé d'attentat à la pudeur et d'outrage aux mœurs pour homosexualité. À l'époque, nous sommes dans la société victorienne, l'homosexualité est rigoureusement interdite par l'Amendment Act, qu'on appelle en anglais du code pénal victorien, c'est-à-dire 2 ans de prison avec travaux forcés. Qui plus est, il est marié. Il est marié, il a 2 enfants. Voilà. Donc, à un moment donné, dans la deuxième partie de sa vie, il tombe amoureux de Lord Alfred Douglas, dit Bosie. À l'époque, Wilde a à peu près 36-38 ans. Bosie en a 20. Ils se rencontrent à Oxford, là-bas où Wilde a été à l'université. Bosie tombe amoureux du grand Oscar Wilde, qui venait de publier le portrait de Dorian Gray en 1890. Wilde est fasciné par la beauté du jeune Bosie, qui incarne en quelque sorte Dorian Gray, le personnage de son roman. Bref, une passion se noue entre eux, qu'il affiche en public, Wilde. Le père de Bosie, le marquis de Queensberry, découvre cela. Il intente donc un procès à Wilde parce qu'il considère que Wilde détourne son fils. Donc Wilde est condamné pour outrage aux mœurs, pour homosexualité, qui est, comme aujourd'hui, la pédophilie sur la société victorienne, c'est extrêmement grave. Donc il est condamné en 1895, il fait 2 ans de prison dans 3 pénitenciers différents, dont le plus connu est Reading, où il compose notamment la ballade de la Geôle de Reading. Il sort après 2 ans de travaux forcés,
épouvantable. Je raconte ça dans mes biographies de Wilde. Ici, tu en parles régulièrement. Oui, parce que je raconte la mort de Wilde et la mort de Byron et la mort de Bowie. Oui. Et donc il sort de Reading en 1897, épuisé. Et 3 ans après, donc il quitte Londres, il est obligé de quitter l'Angleterre, il ne peut plus revoir sa femme, il ne peut plus approcher ses enfants parce qu'on considère qu'il les détournerait aussi, qu'il les pervertirait, il perd tous ses biens matériels, il est déchu de son état civil, il n'a plus le droit de voter. Le soir même, le jour même où il quitte Reading, il quitte l'Angleterre, donc il quitte Reading le matin, le soir même il quitte l'Angleterre, il se réfugie en France, en Normandie, puis il ira à Paris, et il meurt en 1900, le 30 novembre 1900. Mais il se passe quand même un événement entre ce départ de l'Angleterre et son installation en Normandie puis à Paris, c'est qu'il se convertit. C'est-à-dire que c'est très important. Il s'est converti au catholicisme. Il était effectivement à l'origine protestant, comme son père. Hein. Oui. Son père, sa mère par contre est une catholique. Oui. Et elle l'a d'ailleurs baptisé lorsqu'il était enfant, en cachette, avec son jeune frère. C'est d'ailleurs la trame de l'importance d'être constant d'Oscar Wilde, puisqu'il y a un baptême des 2 frères. Tout ça est autobiographique en fait. Hein. Donc Wilde naît de père protestant, mais de mère catholique. Elle le baptise en cachette, au catimini. Et durant sa détention à Reading, Wilde se convertit au catholicisme. Une sorte de Verlaine. Il se convertit au catholicisme. Pourquoi? Parce que tout lui est interdit. Les seuls livres qu'on lui permet de lire, c'est une vie de saint François d'Assise et la Divine Comédie de Dante Alighieri. Donc et notamment l'enfer. Et il dit l'enfer, c'est en fait la Géo de Reading. Dante Alighieri qui raconte l'enfer, c'est moi. Donc il se convertit au catholicisme. Il sort donc de Reading en 1897, épuisé, et très affaibli physiquement, parce que je pense qu'il était atteint de syphilis, mais ça, sa famille ne veut pas en entendre parler, mais certains témoins, notamment ses derniers amants, pensent qu'il avait la syphilis. Bref, quand il sort de Reading, il est complètement affaibli, il vit 3 années misérables à Paris. Il est dans l'incognito. Dans l'incognito, il a un nom d'emprunt, Sébastien Melmoth. Ouais, voilà. Sébastien Melmoth, en fait, est le nom du héros du roman de son grand-oncle maternel, Charles Mathurin, qui a écrit Melmoth the Wanderer, c'est-à-dire Melmoth ou l'Omérant en français. Melmoth réconcilié. Voilà, et donc Wilde, qui aimait cet homme-là, Charles Mathurin, qui aimait ce livre, prend comme pseudonyme, comme nom d'emprunt, lorsqu'il quitte l'Angleterre, le nom de Sébastien Melmoth, parce que son nom était tellement sulfureux, difficile à porter, qu'il est obligé de changer de nom. Donc il meurt, on ne sait pas que c'est Oscar Wilde qui meurt. Ces 3 dernières années à Paris, c'est sous un nom d'emprunt. Il meurt dans une pension misérable, qui est l'hôtel d'Alsace, au 13 rue des Beaux-Arts, numéro 13 rue des Beaux-Arts, mais il meurt sous un nom d'emprunt. Seuls ses amis intimes, ses 2 derniers amants, savent qui il est vraiment. À son enterrement, il y a 7 personnes en tout et pour tout. Un seul poète ou écrivain français, c'est Paul Fort, qui est présent. Personne n'est là. Il meurt dans des conditions vraiment très pauvres et très misérables. Et attends, une petite parenthèse, je crois donc après ça, il est inhumé. Il est inhumé dans un... Et puis après ça tombe... Il est inhumé d'abord dans un petit cimetière à Banneux. Ouais, c'est ça. Donc, et après le Père Lachaise, c'est après. C'est bien après, oui. Donc il y a 7 personnes en tout et pour tout à ses funérailles. Voilà. Sa femme n'est pas là, ses enfants ne sont pas là. Il y a M. Dupoirier, qui est le propriétaire de la petite pension, la pension d'Alsace, où il meurt. Il meurt au-dessus de ses moyens. Ce sont ses derniers mots. Il n'arrive même pas à payer sa chambre, il n'arrive pas à payer ses médicaments. Il y a là M. Dupoirier, le propriétaire de l'hôtel, les serviteurs, enfin les domestiques de l'hôtel, 2-3 amis intimes qui sont ses derniers amants, et Paul Fort, personne d'autre. Ses funérailles ont lieu à l'église Saint-Germain-des-Prés, très rapide, une pure formalité, et il est enterré à Banneux, dans une fosse qui est la dernière étape avant la fosse commune. C'est un enterrement de 7e catégorie, comme on disait à l'époque. La 8e, c'est la fosse commune. Parce qu'il n'a pas d'argent. C'est bien des années après, que Robert Ross, son amant le plus fidèle, fait une souscription, acquiert de l'argent, une richissime anglaise notamment, qui avait une grande admiration pour Oscar Wilde. Il réussit à réunir de l'argent et il fait transférer le corps, la dépouille d'Oscar Wilde de Banneux au Père Lachaise, à Paris, mais bien des années après, et Robert Ross demande à Jacob Epstein, qui est un sculpteur réputé à l'époque, de lui faire un mausolée.
Et donc ce mausolée va être fait à Paris, au Père-Lachaise. Si vous allez là, vous verrez que c'est une... En quelle année ça? C'est bien des années après, c'est presque 20 ans après. Les années 20. C'est presque 20 ans après, voilà. Ouais. Oui. C'est bien des années après. Et donc Wilde est tout à fait persona non grata en Angleterre, comme Byron quand il meurt. Donc, parce qu'ils ont une aura sulfureuse. Et donc Jacob Epstein lui fait ce mausolée. Si vous allez au Père-Lachaise, vous verrez un homme, une espèce de sphinx. Pourquoi? Parce que Wilde adorait l'Égypte. Son père était un grand égyptologue. Wilde avait toujours un scarabée au doigt, une bague, qui est un des symboles de l'égyptologie ancienne. Et donc Wilde, ce sphinx, on voit son visage à les de Wilde, avec le sexe visible, pour bien montrer que Wilde en fait était homosexuel. Et donc Robert Ross, ses cendres sont dans une petite niche avec Oscar Wilde, et c'est bien des années après, mais quand je dis bien des années après, c'est presque un demi-siècle après, que Wilde est réhabilité en Angleterre, et que un vitrail est à son effigie à Westminster Abbey, où il y a tous les grands poètes anglais, Milton, Shakespeare, mais ça c'est bien des années après. Donc Wilde meurt dans des circonstances tragiques, comme Baudelaire. Est-ce que tu considères que ces circonstances tragiques valent le terme de sublime? Alors, dans le cas de Wilde, et dans le cas de Baudelaire, la question est très bonne, hein, elle est excellente. La question pour Baudelaire, pour Wilde, pour Brummel, il n'y a pas de sublimation de leur mort, sinon à titre posthume dans leur œuvre. Nous prêtons ce côté sublime. Dans le cas d'Oscar Wilde, dans le cas de David Bowie, il y a vraiment une sublimation au sens fort du terme. Alors qu'entend-on par sublimation et par sublime? Notre ami a eu la gentillesse de rappeler d'où ça vient. Donc, je fais l'analyse du sublime à partir de Longin, jusqu'à Emmanuel Kant, dans sa critique de la faculté de juger, sa troisième critique, publiée en 1789. Donc, je fais une analyse rigoureuse, parce que ce livre est avant tout un livre de philosophie. Il ne faut pas se laisser distraire par la couverture ou par David Bowie. Philosophie, je dirais un essai dans lequel la philosophie, l'esthétique, la littérature, parce que quand tu sais Wilde, Baudelaire, c'est pas la philosophie. En tout cas, dans le chapitre qui est le plus important à mon avis, qui est le chapitre pivot du livre, qui s'appelle La transcendance du sublime, celui-là est un chapitre véritablement en philosophie, puisque j'y analyse le sublime selon Longin, ce qu'il va donner chez Kant, dans la critique de la faculté de juger, et voir comment, directement ou indirectement, cette notion de sublime telle que Longin et Kant la définissent, est appliquée indirectement, bien sûr qu'il n'a jamais lu Kant ou Longin, par Bowie, dans la manière dont il orchestre mais ça. Par rapport au lecteur, il ne faut pas être philosophe pour lire ce livre, il ne faut pas avoir lu Kant, Hegel et les autres. C'est-à-dire que par exemple, tu fais des références à d'autres chanteurs, par exemple tu cites Bachung, qui représente aussi pour toi une sorte de mort sublime. Tes références sont diverses, nombreuses, elles sont également musicales, c'est-à-dire que elles sont picturales, elles ne sont pas purement, strictement philosophiques. Non, ce que j'essaie c'est dans cela que je dis que c'est pas un essai philosophique. D'accord, ce que j'essaie de faire, c'est d'établir des ponts, des passerelles entre les différentes époques, depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui, entre les différentes époques et entre les différents genres. Je n'ai aucun problème à parler de la mort de Leonard Cohen, de Bachung, de Prince ou de David Bowie, parce que je fais toute proportion gardée, modestement, ce que Roland Barthes a fait avec ses mythologies. Lorsqu'il parle par exemple du visage de Greta Garbo ou de mythe de la déesse Citroën, eh bien il en établit une théorie du mythe. Eh bien ce que j'ai fait, c'est la même chose. Donc je parle de Bowie, de Leonard Cohen ou de Bachung, pour, avec ma formation philosophie ou sémiologique, ou psychologique, ou psychanalytique, établir une théorie de la mort sublime à partir de Longin. Donc, je transcende les différentes époques. C'est un livre qui va de Socrate à aujourd'hui, donc 2500 ans de culture, dans tous les domaines, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, les arts, et tous les arts visuels. Avec quand même le dandisme comme fil rouge. Oui, parce que c'est quand même ça qui est... Parce que j'essaye de faire en sorte de voir, d'analyser comment non seulement la vie, non seulement la personne, mais la mort peut être
perçue ou vécue comme une œuvre d'art. Voilà. Et ça c'est le dandysme par antonomase, c'est le dandysme par excellence, c'est faire de sa mort une œuvre d'art, et en cela Bowie est un des rares dans l'histoire de l'art à l'avoir réussi, contrairement aux autres. C'est en ça qu'il va plus. Je suis désolé, mais il y a deux autres auteurs qui doivent être présentés. On t'écouterait, en tout cas en ce qui me concerne, je crois que cet avis est partagé par tout le monde opine du chef et du bonnet, on t'écouterait pendant des heures. Alors je vous invite, une fois que notre séance sera terminée, de vous précipiter sur ce livre et vous aurez droit à un autographe d'un de nos rares, dandys vivants, puisque tu en es un. Voilà. Merci infiniment. Merci.